L'agonie des aigles, un film de 1933 de Roger Richebé, scénario et dialogue de Marcel Pagnol, mais son nom n'apparaît pas au générique, nous y reviendrons, d'après le roman Les Demi-Soldes de Georges Desparbès, avec dans les rôles principaux Annie Ducot, Pierre Renoir, Constant Rémy, Jean de Bucourt et dans un petit rôle Paul Azaïs. Le sujet. Juin 1815, Napoléon Ier abdique pour la seconde fois et est déporté sur l'île de Sainte-Hélène. Louis XVIII reprend les rênes de l'État, restaurant ainsi la monarchie. Cependant, à l'ombre des palais, quelques demi-soldes, c'est-à-dire des officiers de l'Empire déchu, ne comptent pas accepter la restauration et complotent dans le but de faire accéder Napoléon II au pouvoir. Pierre Renoir, à la tête des conspirateurs, s'éprend d'Annie Ducot, une danseuse. Il ignore que cette dernière, cherchant à venger son amant, tué en duel, les dénoncera tous, les conduisant vers une mort certaine. Notre avis. Notons tout d'abord que ce roman de Georges Desparbès a été adapté 3 fois au cinéma. La première fois à l'époque du muet en 1922 dans une version de Bernard Deschamps et Julien Duvivier avec Gaby Morlet. La deuxième, donc c'est cette version de 1933. Et enfin, en 1951 avec l'acteur Noël Roquevert. Cette version de 1933 est la plus réussie. Il s'agit du premier film réalisé par Roger Richebé, qui est avant tout un producteur. Oui, il faut dire que l'épopée napoléonienne l'inspire beaucoup, puisque il tournera également Madame sans gêne en 1941, et puis il produira Pontcarral, colonel d'Empire en 1942, et il produira également Austerlitz après-guerre d'Abel Gans. L'agonie des aigles est un film intéressant. Il s'agit de l'histoire d'un complot, de la préparation d'un coup d'État destiné à renverser Louis XVIII pour installer à la place le fils de l'empereur Napoléon Ier. Le film décrit très bien l'humiliation vécue par les anciens héros de l'Empire. Ils végètent avec pour seul revenu leur demi-solde, leur demi-traitement, et ils rêvent bien sûr de revanche. Le spectateur est tout de suite sensible à cette chaleureuse ambiance de vétérans de la Grande Armée. Alors, ce sont tous des personnages assez attachants, ils sont rustiques, ils ont leur franc-parler, et ma foi, c'est bien volontiers qu'on les accompagne dans leur complot, même si on se doute bien que ça va mal se terminer. On croit d'autant plus volontiers à cette belle histoire impériale que les décors et les costumes sont de qualité. Oui, d'ailleurs, on voit bien la différence qu'il y a entre les films européens et les films hollywoodiens dans les films historiques. À Hollywood, eh bien, les décors, les costumes sont clinquants, très artificiels. Ils n'ont pas ce cachet, cette authenticité qui semble bien réelle dans les films européens. Nous avons une belle galerie de portraits parmi les officiers de l'Empire, dont Pierre Renoir, excellent, et Constant Rémy, dont c'est certainement un des meilleurs rôles. On appréciera également Annie Ducot, dont le rôle est important dans ce film, puisque ici l'histoire d'amour s'intègre parfaitement à l'intrigue, ce qui n'est pas la règle dans les films historiques ou les films d'action, où malheureusement, trop souvent, les histoires d'amour sont très artificiellement introduites dans le récit. Mais ce qui rehausse encore la qualité du film, c'est bien sûr l'excellence du scénario et des dialogues de Marcel Pagnol. Il y a un véritable lyrisme naturel chez Pagnol qui, bien sûr, sert admirablement ce film qui est un film héroïque et édifiant. On regrettera vraiment que Marcel Pagnol n'ait pas voulu que son nom figure au générique du film, comme je le disais en introduction.
Oui, en 1933, on est en plein scandale Stavisky, scandale qui met au grand jour la corruption généralisée de la Troisième République, et cette histoire de coup d'État pour renverser un régime corrompu, bon, eh bien, c'est peut-être un sujet qui est un peu trop d'actualité. Ajoutons à cela que Marcel Pagnol a quand même commis en 1928 la pièce de théâtre Topaz, qui est particulièrement cruel pour la République et sa corruption institutionnelle. Ajoutons à cela que la musique du film L'Agonie des Aigles est signée par Vincent Scotto, qui est un certain ami de Marcel Pagnol, mais enfin quand même, qui lui aussi a commis la chanson en 1923 Viva Mussolini. Enfin, tout ça, ça fait quand même un contexte un petit peu chargé. Marcel Pagnol est un homme prudent, hein, même un peu trop. Il veut bien dénoncer les vices de la République, mais il ne veut pas passer pour un révolutionnaire. D'ailleurs, la prudence de Pagnol était justifiée, ce film sera mal accueilli à sa sortie, il est accusé de bonapartisme, pour ne pas dire de fascisme. Accusation infondée d'ailleurs, car Pagnol est bien trop inséré dans le système, comme en attestent ses relations avec l'écrivain talmudiste Albert Cohen, bien trop inséré dans le système, oui, pour le remettre en cause. On regrettera qu'il n'ait pas le courage, froid et résolu, des héros bonapartistes qu'il fait si bien parler dans le film L'Agonie des Aigles.